ULB Podcast. Les podcasts de l'Université libre de Bruxelles. Avant de commencer mes études en histoire, je pensais que pendant 5 ans, j'allais me coltiner des vieux livres, de la poussière et de longues heures à écouter des professeurs qui répètent les mêmes faits depuis 40 ans. Alors on va pas se mentir, il y a des livres et il y a de la poussière, mais étudier l'histoire c'est tellement plus excitant que je me l'étais imaginé. Je m'appelle Marine Vizard et vous écoutez Cherche et Trouve, un podcast qui questionne la façon dont les historiennes et les historiens font de l'histoire. Pour le 3e épisode de cette première saison, nous avons le plaisir de recevoir l'historienne, chercheuse qualifiée FNRS et enseignante à l'ULB, Chloé Deligne. Bonjour Chloé Deligne. Bonjour. Vous avez la particularité d'avoir une formation multiple. En histoire du Moyen-Âge, je rappelle une période de 1000 ans qui s'étend du début du 5e siècle à la fin du 15e siècle, mais aussi en géographie humaine et en gestion de l'environnement. Vous étudiez en particulier l'histoire des relations entre les environnements et les sociétés, et une petite recherche Google à votre sujet laisse penser que vous aimez pousser les murs de la recherche scientifique. Nous allons essayer de comprendre avec vous en quoi cela consiste d'étudier l'histoire des environnements et des possibilités de mener des recherches scientifiques hors des silos des périodes historiques d'abord, des disciplines académiques ensuite et des universités enfin. Première question, est-ce que vous pourriez expliquer ce qu'est être une chercheuse qualifiée au FNRS ? En très gros, ce sont des personnes qui sont donc payées par le FNRS et pas par l'ULB, qui sont rattachées à une université, en l'occurrence dans mon cas c'est l'ULB, mais qui dispensent des services à cette institution de rattachement, dont souvent des enseignements. On voulait savoir si étudier l'histoire et l'histoire du Moyen-Âge, c'était toujours une évidence pour vous. Contrairement à certaines personnes, au sortir des secondaires, je ne m'étais pas du tout imaginé que j'allais faire des études en histoire. J'avais même la certitude que j'allais faire autre chose. En l'occurrence, c'était plutôt la philologie classique. C'est en très gros l'étude du latin et du grec. Et puis, mon contact à ces matières dans le cadre universitaire m'ont beaucoup fait déchanter. Bon, pas du tout la faute de la formation, mais plutôt finalement une surprise par rapport à ce que c'était et par rapport à mes attentes. Donc j'avais pas mal hésité entre la géographie et les sciences humaines en général. En fait, c'est le programme en histoire qui m'a plu par son ouverture très large et peut-être par 2 éléments propre à l'histoire à l'époque, c'est qu'on continuait à faire du latin quand même, et que la perspective d'éventuellement faire l'histoire médiévale me gardait en contact avec le latin. Et l'autre côté, c'était en fait un amour du texte. Et donc vraiment cette idée de travailler sur les mots. Et en histoire, on sait que une des caractéristiques premières, c'est de travailler sur des documents écrits. Alors après, j'ai découvert que pas que, et heureusement. Mais donc, il y avait ces 2 éléments, le texte, le petit lien avec le latin, et je pense aussi le côté enquête. J'étais une très grande amatrice de romans policiers à l'époque, et donc il y avait cette idée d'enquêter sur des choses qui n'étaient pas forcément faciles d'accès. Et du coup, c'est le texte qui vous a amené au Moyen-Âge ? Mais évidemment, toutes ces questions, les réponses qu'on donne à ce type de questions sont des reconstructions de récits. Donc, moi, je reconstitue mon récit personnel pour lui donner de la cohérence. Donc, a posteriori, je me dis, tiens, qu'est-ce qui m'a mené à faire l'histoire médiévale ? Je pense que justement, c'est cette idée qu'il n'y a pas beaucoup de textes comparé à d'autres époques. Et que donc, on est obligé d'aller vraiment... une de mes mentors en histoire médiévale, c'était Claire Billen, disait il faut aller presser le texte comme un citron. C'était vraiment l'idée que chaque mot avait une dimension particulière et que comme on n'avait pas beaucoup de texte, il fallait essayer de démultiplier ces possibilités, de raccrocher à des contextes historiques. Et du coup, pourquoi avez-vous couplé cette formation avec la géographie humaine et la gestion de l'environnement ? Chaque histoire est à la fois collective et individuelle, et donc je pense que dans mon parcours, dans mon histoire personnelle, le lien au paysage, le lien à ce qu'on appelle la nature, je fais le signe des guillemets en vous parlant, a toujours été très fort. Dans le milieu dans lequel j'étais, on sortait souvent de Bruxelles, on allait faire des promenades, des randonnées. Et j'ai un papa qui est biologiste en plus, donc cet éveil à
aux petites choses qui grouillent sous nos pas, à l'expérience du sentier dans un paysage, tout ça me constitue et fait quelque part quelque chose qui m'intéresse. Et donc, le fait d'avoir re-rencontré ça dans l'histoire médiévale, parce qu'il y a une tradition en histoire médiévale d'histoire rurale, parce que les sociétés médiévales de nos régions, en tout cas, sont des sociétés beaucoup plus rurales, évidemment, que celles d'aujourd'hui. Et donc, que cette compréhension du monde rural fait aussi partie de l'histoire médiévale, m'a conduite aussi à m'intéresser à des sujets qui sont en lien avec l'histoire de la formation, des milieux, l'histoire agricole, l'histoire rurale, et une sensibilité à l'écologie de manière générale aussi, que je portais en moi, si vous voulez, et que j'ai essayé de reconduire dans mes études. Donc après avoir fait mes études en histoire médiévale, comme ça se présentait bien pour moi, que j'avais quand même cet amour de la recherche en histoire, de cette idée d'enquête dont j'ai parlé. Claire Billen, en l'occurrence, m'a dit, mais voilà, il y a des possibilités pour continuer à mener de la recherche sous une forme classique, qui est celle de faire un doctorat. Et donc, plutôt que de me lancer tout de suite dans un doctorat, pour lequel de toute façon, je n'avais pas de bourse à l'époque, je me suis inscrite en gestion de l'environnement. Et dans l'exercice de ce master en gestion de l'environnement, j'ai eu la bonne nouvelle d'obtenir une bourse pour faire une thèse en histoire, où j'ai choisi un thème qui était un petit peu atypique à l'époque, puisque je me suis intéressée aux relations entre l'eau et les sociétés qui sont installées au cours d'un cours d'eau, et c'était la vallée de la Seine, donc la rivière de la Seine, qui est la rivière qui passe à Bruxelles, et de comprendre comment l'eau, les relations entre l'eau et les sociétés qui l'avaient façonnée s'étaient construites, à quels problèmes elles avaient mené, sur des temps longs. Et ça, c'est sans doute aussi une des particularités de mon travail. Alors pas de chaque recherche que je fais, il y a des recherches qui sont hyper situées, mais c'était de retracer des choses dans le temps long, qui est presque consubstantiel à l'histoire environnementale, qui est de regarder les choses à différentes échelles de temps. Puisque le temps des sociétés humaines n'est pas le temps des processus écologiques ou des processus environnementaux. Et donc oui, c'est cet intérêt pour les environnements qui ont ouvert vos périodes de recherche, qui vous ont forcé à sortir de la convention, de la période établie généralement. Oui, alors moi j'aime toujours revendiquer le fait que la recherche ne se fait pas sans affect. Et donc c'est clair qu'étant né à Bruxelles, ayant grandi à Bruxelles, ayant sans cesse entendu parler de la Seine comme de la rivière disparue, c'est vrai que j'avais envie de m'intéresser à cette rivière pour lui donner une histoire. Or, l'histoire de la Seine, elle n'est pas compréhensible si on ne l'amène pas jusqu'au XIXe siècle, au moment où elle a disparu. C'est amusant parce que vous parlez de votre amour du texte, et du coup on se demande si on étudie l'eau. Est-ce que c'est dans les textes qu'on la trouve ou pas? Est-ce qu'il y a d'autres sources qu'on peut mobiliser comme historienne sur ce sujet? Étant issue de la discipline historique, je vais évidemment m'intéresser beaucoup aux sources écrites qui sont quand même qui sont essentielles parce que les sources écrites, c'est très varié en même temps, hein, surtout quand on s'intéresse à des périodes longues. Ça va des actes de propriété en passant par des conflits, donc plutôt des documents de l'ordre juridique. Donc oui, les textes restent une matière fondamentale pour étudier alors l'histoire de l'eau, ou en tout cas les relations entre une société et son eau ou ses eaux. Donc dans le cas de l'étude que j'avais menée pour ma thèse doctorat, même si ça remonte à très longtemps, les documents écrits restent la matière première. Mais évidemment, ça n'a rien de très différent de ce que d'autres historiens qui travaillent dans d'autres domaines de l'histoire font, c'est s'intéresser aussi à d'autres types de sources, les sources matérielles, les sources archéologiques. Par contre, ce qui est particulier à l'histoire de l'environnement, c'est qu'évidemment, il faut pouvoir comprendre des mécanismes biologiques ou comment fonctionne une rivière, qu'est-ce que c'est que le méandrement, qu'est-ce que c'est qu'un débit, comment fonctionne un moulin à eau. Donc on est là, par exemple, plutôt dans l'histoire des techniques. Donc on doit évidemment se former dans d'autres domaines
pour pouvoir interpréter ces sources. Comment est-ce qu'on se forme concrètement? On lit des articles scientifiques ou on va vous toquer aux portes de biologistes? Comment ça fonctionne? Là, en l'occurrence, moi, j'avais déjà plusieurs jambes, puisque j'avais fait j'avais fait la formation en gestion de l'environnement, où on est formé à des grandes notions de fonctionnement de l'environnement. Et puis, je ne l'ai pas dit, mais j'ai fait une formation en géographie humaine. La géographie, sa spécialité, c'est vraiment la spatialisation des phénomènes ou des processus ou des mécanismes. Et donc là, ça m'avait aussi formé à regarder les choses dans l'espace. Et puis, par ailleurs, quand on a une question, là, je peux vous donner un exemple très concret. Dans l'étude des milieux aquatiques pour l'époque médiévale, la pêche et particulièrement la pisciculture sont des éléments très, très importants dans la façon dont les sociétés ont aménagé les cours d'eau. Tous les étangs, pour citer un exemple encore plus concret, qui s'étageaient entre la place Flagey et la gare de Scarbeck actuelle, il y en avait presque 150 jusqu'au milieu du 19e siècle. Tous ces étangs sont des étangs artificiels avec des digues qui ont été construites, entre autres pour accueillir du poisson, qui est une source d'alimentation. Et donc, quand on ne connaît rien à la biologie des poissons ou à la biologie de la carpe ou au fonctionnement de la reproduction des carpes, forcément on ne peut pas comprendre à quoi correspondent ces étangs et pourquoi on a construit des étangs comme ça. Et donc là, comme j'avais aucune formation, forcément on lit des articles et puis éventuellement si on a connaissance de quelqu'un qui est plus spécialisé ou qui s'y connaît particulièrement bien, on essaye d'avoir un rendez-vous avec lui pour lui poser, ou elle, pour lui poser toutes ces questions. C'est intéressant de comprendre comment une formation multiple peut justement amener à regarder un objet d'histoire, en fait, tout autrement, qu'une autre formation. Tout autrement, oui. Et ça renvoie à votre question sur les sources, et ça, à la formation d'historiens et d'historiennes en général, c'est-à-dire une source qu'on pense avoir, qu'on croit connaître, parce qu'on est le 15e, 20e, 100e historien-historienne à se pencher dessus, en fait, parce que tout d'un coup, on a une nouvelle connaissance sur, évidemment là je reste un peu dans l'abstrait, mais sur une information qui contient le texte. Mais en fait, ce texte prend une autre dimension. Justement, quand vous êtes face à une source, pour la première fois ou la 20e fois, comment est-ce que vous vous laissez guider? J'imagine que ça dépend peut-être du moment où vous en êtes dans votre recherche et justement des savoirs que vous pouvez avoir. Mais quelle est votre technique de travail en général? Vous surfez sur les sources? Est-ce qu'elles vous disent ou est-ce que vous avez des questions très précises à leur poser? Moi, j'ai envie de répondre les deux. C'est-à-dire que... C'est aussi quelque chose que j'aime bien dire aux étudiants, étudiantes que je suis en travaux ou en mémoire, c'est que la question ou les questions de recherche qu'on veut explorer ne se forment que dans un processus dialectique entre nos propres questionnements, qui peuvent être d'abord très vagues, et les sources. On a tendance à penser que le travail d'historien, d'historienne est un travail solitaire. Mais vous déconstruisez cette idée reçue, car vous collaborez régulièrement avec d'autres chercheurs et d'autres chercheuses qui ne sont pas que des historiens et des historiennes. Comment est-ce que ce projet se met en place? Là, vous renvoyez un petit peu à la mécanique de l'obtention de financement pour la recherche, en fait. C'est très difficile de mener des projets de recherche sans financement extérieur. Il y a des recherches qui sont financées sur des budgets de l'université, même si les budgets de l'université sont en grande partie viennent de la communauté française de Belgique. Mais donc, on est encouragé aussi en tant que scientifique, chercheur, chercheuse, à solliciter des budgets extérieurs. Alors moi, je peux parler principalement des sciences humaines, mais c'est assez différent en sciences humaines et en sciences exactes ou en sciences appliquées, par rapport aux bailleurs de fonds, ce qu'on appelle les bailleurs de fonds, c'est-à-dire les personnes qui allongent l'argent pour financer la recherche, puisque, je dirais, dans le domaine des sciences appliquées ou des sciences de manière plus générale, on peut avoir des commanditaires qui sont beaucoup plus variés que pour les sciences humaines. Et donc, en sciences humaines, on a certains gros bailleurs de fonds, dont le FNRS, qui financent des projets de recherche individuels ou collectifs. On a aussi les agences régionales. La région de Bruxelles-Capitale a aussi un bras
pour la recherche scientifique qui s'appelle Innoviris. Enfin voilà, il y a c'est beaucoup de bailleurs de fonds publics en fait. Mais du coup, là, on a vu plutôt le côté financier. Comment est-ce qu'on interpelle les personnes avec qui on va travailler? Est-ce que c'est une discussion autour d'un café qui se transforme en projet ou est-ce que Là, je peux répondre que de point de vue de mon expérience personnelle. Comme je vous disais, pour moi, j'ai aucun problème à revendiquer les affects comme étant, et les affinités comme étant extrêmement importants dans tout ce qu'on fait dans la vie, y compris la recherche scientifique. Et donc, moi, j'aime beaucoup travailler avec des gens en qui j'ai confiance, avec qui je partage des affinités intellectuelles et des envies communes de mener des recherches dans des domaines. Et donc, effectivement, on n'a pas le même genre de relation avec tout le monde. Donc, j'ai des très bons collègues à l'université et en dehors de l'Université libre de Bruxelles, dans d'autres universités, avec qui ça m'intéresse de travailler. Je pense qu'il y a vraiment cet intérêt à travailler ensemble parce que j'ai l'impression que notre collaboration va être à la fois bénéfique, je dirais, par rapport à l'objet de recherche, parce que je n'ai pas toutes les compétences et que je sais que cette personne va pouvoir éclairer le domaine de recherche d'une autre manière que la mienne, et à la fois parce que j'ai l'impression qu'on va s'amuser. Et je pense que le plaisir et l'amusement, pour moi, sont des valeurs fondamentales, parce que je sais que ça va me rendre meilleure. Et si on rentre dans les processus de travail que cela implique de collaborer comme ça avec diverses personnes, est-ce que, en tant qu'historienne, ça peut amener à des frustrations? Bon, c'est pas un secret que vous m'avez soumis les grandes questions avant l'interview, donc j'ai essayé de réfléchir à cette question de frustration. Au contraire, je me sens plutôt toujours grandie par le dialogue avec ces disciplines. Ce qui me frustre parfois, et là encore c'est quelque chose de relativement personnel par rapport à la manière dont moi j'envisage de mener mes recherches et dont j'ai du plaisir à faire mes recherches, c'est finalement qu'il y a des tas de modalités des recherches que je mène qui sont absolument pas reconnues dans le monde académique traditionnel. Alors ça change un petit peu, parce que de plus en plus on reconnaît justement ces parcours qu'on appelle atypiques, mais tu vois, on les appelle encore atypiques, donc c'est quand même qu'ils sont en marge. On essaye de reconnaître ces parcours atypiques comme ayant de la valeur, mais on n'y est pas encore, quoi. Et donc on est quand même encore toujours sur ce mode de production de la recherche scientifique pour le milieu scientifique, reconnu par les scientifiques, dans des revues internationales, à comité, en anglais, etc. Et tu te dis, mais oui, mais à qui ça s'adresse ? Et si tu fais pas ça, en fait, tu n'es pas un bon chercheur ou une bonne chercheuse. Et ça, quelque part, pour moi, c'est frustrant par rapport justement à ma perspective située, qui est de dire la recherche n'est pas la seule modalité de contribuer à des régimes de connaissances, en fait. Il y a plein de régimes de connaissances, il y a plein de régimes de diffusion des connaissances qui sont valables en dehors de ce petit créneau-là, quoi. J'ajouterais aussi que d'un point de vue féministe, je pense que ça a des résonances aussi, c'est-à-dire que le monde de la recherche, très longtemps, et encore maintenant, a tendance à mettre sur le pavois des individualités, des pères de la recherche, souvent des hommes, et qu'il y a quelque chose de très patriarcal dans le fait de ne pas reconnaître d'autres modes de faire de la recherche, de pratiquer la recherche, et de reconnaître les savoirs et les régimes de savoir qui en sortent. Du coup, vous l'avez déjà évoqué, mais et cette collaboration, en quoi est-ce qu'elle est particulièrement riche ? Par exemple, un des projets de recherche que je mène depuis il n'y a pas très longtemps, alors là on n'est pas trop dans l'histoire environnementale, mais on est sur la question de la disparition des piscines publiques. C'est un constat qui est fait depuis, je dirais, 15 ans, c'est que les piscines publiques ont tendance à disparaître. Mais le débat, il est là, il est chaud. Et donc, avec des collègues, géographes et sociologues, je me suis dit, tiens, ça c'est un sujet de recherche intéressant. De replacer ce débat contemporain dans une perspective longue sur mais c'est quoi l'histoire des piscines publiques ? Est-ce qu'il y a des piscines publiques depuis toujours ? Non, on sait bien que non. Mais alors, quand est-ce qu'elles apparaissent ? Et donc, de replacer cette histoire-là
jusqu'au débat contemporain. Et pour ça, j'aime bien avoir l'éclairage de collègues qui sont aussi en prise avec des débats hyper contemporains. Et je dirais que pour moi, à titre personnel, c'est ça l'intérêt. C'est en tant qu'historienne, je peux pratiquer de l'histoire et en même temps, en étant dans ces humanités, qu'elles soient environnementales, je dirais, mais en ces sciences humaines de manière plus large, ça me permet de mener les débats avec des gens qui ont une solide formation, jusqu'à des débats contemporains. Mais du coup, je vais retourner la question. Quel est l'apport justement du savoir historique pour ces questions contemporaines ? Qu'elles soient menées pour l'intérêt de l'histoire elle-même ou pour leur lien avec des débats contemporains, je pense que les historiens, les historiennes amènent justement cette... enfin, pas que, mais cette capacité d'un décalage possible. On croit que la piscine publique, ça a toujours existé. Non, pas du tout. En fait, c'est quelque chose de très récent. Il y a un pic de construction des piscines publiques entre 1971 et 1980 en Belgique. Voilà, c'est une décennie piscine publique. Donc, ça a des effets générationnels. Ça veut dire que les personnes qui sont nées dans les années 60, elles ont connu l'explosion de la piscine publique. Et ça a été comme quelque chose de naturel pour elles, parce que toutes les écoles y allaient. À partir du moment où on entre dans des régimes économiques plus en crise, à partir des années 80, on arrête de construire, etc. Et donc les générations suivantes, elles connaissent autre chose. Et donc de se dire, selon la génération dans laquelle on est né, on n'a pas du tout la même expérience par rapport à l'apprentissage de la nage, etc. La question des migrations est super importante aussi par rapport à la présence des corps dans l'espace public de la piscine. La question des genres est très importante aussi dans ce seul espace dans lequel presque on se promène, si pas nu, en tout cas très dévêtu. Et donc, ça permet de repositionner des débats contemporains dans des perspectives où on vient questionner la naturalité des choses aujourd'hui et aussi l'importance qu'on donne et les valeurs qu'on donne à certaines choses. Donc, pour moi, l'historien, comme les scientifiques des sciences humaines en général, de son point de vue, vient amener du questionnement, de la réflexivité et aussi du décalage par rapport à des choses qui sembleraient naturelles. Et là, j'ajouterais quelque chose de plus. En tant qu'historien ou historienne médiéviste, on le fait d'autant plus que le Moyen-Âge est une période dont on hérite à la fois, puisque les sociétés d'aujourd'hui sont fort héritières de structures, notamment de structures urbaines, héritées du Moyen-Âge, et à la fois très différentes de nous. Et que c'est ça aussi tout l'enjeu, c'est de comprendre l'altérité, en fait. Et je trouve que l'histoire est un des outils, pas le seul, qui nous permet de comprendre l'altérité des sociétés. Donc, des sociétés dans le passé, mais donc aussi des sociétés dans le présent. Et avez-vous déjà une idée des formes que prendra la communication autour de ce projet ? Alors, on est au début, ça ne fait qu'1 an qu'on a commencé, donc... Le temps de la recherche est long aussi, c'est ça. C'est difficile de publier un article scientifique après 1 an de recherche. Alors parfois ça paraît un peu bizarre pour des commanditaires, mais non, parce qu'on s'appuie sur ce qui existe déjà, parce qu'on fait des comparaisons avec d'autres situations dans d'autres pays, donc ça demande beaucoup de temps, et que par ailleurs, on enseigne, on a de la bureaucratie administrative à l'université à suivre, donc voilà, on n'a pas non plus un temps où la recherche se fait, en tout cas dans mon cas, on ne fait pas ça 5 jours sur 5. Pour les historiens, historiennes qui nous écoutent, aller dans des archives, consulter, collecter les données, ça prend un temps fou, quoi. D'abord parce que les données n'existent pas toujours, et qu'on doit les constituer soi-même, puis qu'il faut les organiser pour qu'elles soient lisibles, interprétables, etc. Donc oui, c'est un temps fou. Donc pour répondre à la question sur les formats, on a déjà envisagé beaucoup de formats. Donc l'article scientifique, il y en aura, c'est sûr. Un article là je fais un peu de propagande, dans l'excellente revue Brussels Studies, qui est une revue en ligne hébergée aujourd'hui à l'ULB, qui est une revue scientifique, mais de diffusion scientifique, c'est-à-dire qui a à cœur de rendre disponibles les recherches sur Bruxelles, dans tous les domaines possibles. Mais alors, ce qui est déjà prévu,
C'est aussi des articles dans un magazine du Centre bruxellois d'action interculturelle, le CBAI. Et puis, on a encore un autre format qui est prévu, qui est un format audio. Et donc là, il y a une collaboration avec une réalisatrice, Paula Steven, qui est en train de se faire à partir d'interviews de personnes qui fréquentent ou qui ne fréquentent pas, et qui expliquent alors pourquoi, les piscines, le rapport à la piscine publique. 2 questions peut-être tout doucement pour finir. La première, c'est, je pense que vous êtes à la recherche ou dans l'exploration d'autres façons de faire la recherche, justement. Est-ce que vous pourriez nous expliquer peut-être en quoi ça consiste et comment concrètement ça se met en place ? C'est pas d'autres façons de faire de la recherche dans le sens d'autres méthodes, mais je dirais que c'est plutôt sur les agencements de la recherche, c'est-à-dire fonctionner en interdisciplinarité, fonctionner avec des acteurs qui sont en dehors de l'université aussi, alors pas en tant que chercheur ou chercheuse, mais plutôt en tant que sachant, c'est-à-dire des personnes qui ont une expertise. Et c'est des choses qui me tiennent particulièrement à cœur, c'est-à-dire de rendre beaucoup plus perméable la circulation des savoirs entre le monde académique et le monde non académique, le monde associatif, le monde des experts du quotidien. Justement, ça fait un lien avec la dernière question, et je pense qu'on l'a déjà pas mal abordé dans notre discussion. C'est la place justement de l'historien et de l'historienne dans le débat public, dans le discours public. Est-ce qu'il en a une est-ce qu'ils en ont une Si oui, laquelle? Comment la prendre J'ai l'impression que c'est quand même très important que les historiennes puissent s'exprimer dans le débat public et s'expriment dans le débat public. La question, c'est le débat public, finalement. Qu'est-ce que c'est que le débat public ? Parce qu'il y a des tas de plateformes publiques, il y a des tas de médias publics, il y a des tas de types d'émissions publiques. Donc, finalement, ça renvoie à la question de qu'est-ce qu'un débat public. Mais on va quand même la mettre de côté ici, parce que justement, elle est compliquée. Et donc, peut-être à chaque fois s'interroger. Alors là, peut-être que je vais prendre d'un point de vue situé qui est le mien, c'est-à-dire de se reposer à chaque fois qu'on est éventuellement amené à s'exprimer dans un débat public, ce qu'on aurait envie d'y amener, pourquoi on le fait, et de considérer jusqu'où on a envie d'aller dans l'intervention dans ce débat public. Mais peut-être que c'est important chaque fois de faire la différence en disant, voilà en quoi ma recherche ou en quoi ce que je connais de ce débat-là est purement le résultat d'une activité d'historienne ou d'historien. Et voilà là où j'interviens à titre personnel informé. Et ça, je pense que chacun est différent ou chacune est différente par rapport à ça. Moi, j'aurais tendance, parce que je ne cacherai pas que je me considère comme quelqu'un avec des engagements et que je tiens à ces engagements. Et je sais que je pourrais aller plus loin que certains de mes collègues sur certains débats en intervenant, notamment parce que je m'intéresse beaucoup à ces notions de domination et de relations asymétriques. Il y a aussi quand même l'action, et ça c'est quand même au fondement de la discipline historique, c'est amener la preuve. Parce qu'on a trouvé, alors je caricature parce que ça arrive quand même très rarement, trouver l'archive qui démontre que ceci a eu lieu ou n'a pas eu lieu. Donc dans l'administration de la preuve, forcément, là on est dans le débat public. Mais malheureusement, non, heureusement, parce que tout ça est très enthousiasmant et excitant de contribuer à discuter, à réfléchir, c'est rare qu'on s'en tienne là. Et souvent, l'administration de la preuve, elle est réelle, mais c'est une portion congrue, puisqu'après, il faut interpréter, il faut remettre en contexte historique, il faut remettre en perspective, et tout ça se fait différemment selon la perspective qu'on a. J'aime beaucoup rappeler, notamment, pas forcément à l'entame de tous les cours que je donne, ni chaque année, mais rappeler quand même qu'on est tous dans des perspectives situées. Et que même si on pratique son métier avec la plus grande honnêteté, parce que j'ai définitivement baqué les termes d'objectivité et de neutralité parce que je trouve qu'ils sont fallacieux, je pense qu'on parle tous depuis un point de vue. Alors,
l'expliciter, le rendre transparent, permet peut-être de diminuer des malentendus et justement de ne plus parler en position de sachant ou non sachant, mais de perspective située d'un endroit ou à l'autre. Il y a plein de gens qui savent plein de choses, mais à partir de registres de savoir différents. Chloé Deligne, un grand merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Au plaisir. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le à vos proches et donnez-lui 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Cela vous permettra de soutenir le projet et de le faire connaître à de nouveaux éditeurs et auditrices. Suivez aussi nos comptes Instagram et TikTok, cherchez Trouve Podcast, et ceux de l'ULB Podcast afin de ne pas manquer de nouveaux épisodes. Merci pour votre écoute et à bientôt. Cherche et Trouve est un podcast créé par Marine Vizard, écriture, montage et production, Laura Verbist, Loca Lopez et Marine Vizard, avec le soutien du LB Podcast.